Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier Monsieur Auverchiron pour l'invitation. Moi, je suis vraiment ravi de venir ici à parler de pain espagnol. Je sais que peut-être ce n'est pas le pas le plus connu au monde, surtout parce qu'on a des voisins comme les Français qui ont une puissance assez forte. Même les Italiens, tout le monde connaît la ciabatta, c'est pas mais pourtant, je crois que le pain espagnol, c'est... oh, là, et voilà. Et le pain espagnol, je crois que peut être assez intéressant parce que en écoutant mes collègues, j'ai découvert des choses que je me dis, oh, dis donc, mais nous, on a aussi ça. Ah, dis donc, ah, nous, ça, on peut le trouver en Espagne. En Espagne, on a des pains au sang, par exemple, comme Eiki vient de le dire, on a des pains au sang faits au maïs, au froment. On a même près de Pyrénées des trucs, c'est un mélange entre un boudin et un pain, du sang et de la farine. C'est un univers assez intéressant. Et c'est toujours impossible de parler de l'épin de ton pays dans 30 minutes. Alors, ce que je fais, je vais vous, comme j'espère que vous ne soyez pas des experts dans la géographie espagnole, quoi. Cette carte sera avec nous pendant tout mon exposé pour nous montrer d'où vient le pain dont je parle. Alors, j'organisais mon exposé dans 6 domaines, je peux les domaines, 6 zones, et ce seront les céréales qui nous parleront de pain. C'est-à-dire, je parlerai de froment, blé dur, du maïs, seigle, et épeautre, finalement, qui sont les céréales qu'on peut trouver majoritairement en Espagne. Dans le cas du froment, je vais faire une exception et je vais diviser dans des domaines. Parce que Hubert, il a mentionné avant, c'est peut-être le pain candéal le plus répandu, vous pouvez le voir un peu par Espagne, sauf partie là, surtout dans la côte, elle n'existait pas, mais sinon, vous pouvez voir un peu partout, même dans les îles Canaries, le candéal. C'est quoi le candéal? Le candéal, c'est un pain à mi-ferme, à une hydratation extrêmement basse, qui conditionne une mie soyeuse, une croûte de porcelaine très très fin et qui permet aux boulangères de s'exprimer dans des formes assez capricieuses, comme on le verra après. Voilà, le candéal, originairement, ça vient de la Castille. Ça, c'est le berceau de candéal, le typique, une panne. Il y a des fois que le pain n'a pas de nom, qu'on l'appelle que panne. Hein, vous pouvez voyager dans un petit village et demander aux personnes âgées, mais comment s'appelle ce pan? Et ils te regardent, mais tu viens de Madrid ou quoi? Ça on s'appelle de pan. Il n'y a pas de nom. Alors, ce qui caractérise le candéal, c'est que la mie, comme je viens de dire, c'est un mie ferme, c'est affine, c'est raffine. C'est une mie brillée. Et on a plusieurs outils. N'importe dans quel petit village vous allez, à Castille-Léon, Castille-La Manche, en Andalousie, en Extremadura, un peu partout, vous trouverez là, dans le grenier du grand-père, là à gauche, on a briera ou chovadora, un peu comme le français brie, broyant, comme on utilise en Normandie, c'est la même outil. Ou sinon, dans l'endroit industriel, c'est toujours des rouleaux, mais plutôt des outils plus puissants. Ici, par exemple, c'est une espèce de pétrin à briller. C'est un pétrin qui n'a pas de bras, mais de rouleaux. Et vous voyez, la texture de la pâte, c'est assez hypnotique. On y arrivera un peu plus tard. Et, le candéal n'existait seul, bien sûr. J'ai lu des Mouette Barbov à Sellos. Il y a pas mal de bibliographies françaises qui essayent d'exprimer d'où vient le pain brie de Normandie, possiblement d'Espagne. À droite, vous trouvez une brie normande, mais à gauche, ça c'est intéressant, voilà une gramola italienne. Parce qu'en Italie aussi, on a le pain à pâte ferme, et bien sûr, spécialement en Amérique du Sud,
par une influence espagnole, italienne, on consomme aussi le pain de mie, le pain candeal, le pain brillet. Le brillet, comme beaucoup d'autres pains depuis milliers d'années, dès l'ancienne Égypte à Pompéi, a été timbré. On a utilisé des sceaux, des timbres pour marquer à quelle légion romaine appartenait un pain, qui a été le boulanger dans un four communal en Espagne, à quelle famille ce petit pièce appartient. Alors il y a toute une culture des timbres, c'est quelque chose de point de vue ethnologue plutôt, vraiment étonnant. D'autre côté, point de vue plus technologue, quoi, on a des piqueurs ici à droite pour piquer la pâte avec des aiguilles très fines pour éviter que la pâte développe des grands alvéoles. Parce que c'est ce qu'on veut absolument éviter. Moi, je trouve ça assez inspirant dans un monde, surtout dans les réseaux sociaux, à Instagram ou à Facebook. Ça semble être un espèce de concours pour voir qui a les alvéoles le plus gros. Alors le candeal, moi, je trouve bien une grande inspiration. Comme vous pouvez le voir ici, une fois que la mie a été pétrie et affinée dans la brie, la texture ici à gauche, c'est vraiment hypnotique. C'est comme du marbre, à le battre, il y a quelque chose même humain. C'est comme si c'était de la chair. La texture candeal, ça ne s'exprime pas. Il faut l'expérimenter. Après, on verra même la texture de la mie. Mais c'est que comme je vous ai dit, ce que une pâte si ferme nous permet, c'est de créer des formes assez particulières. Voilà une des emblèmes de la boulangerie espagnole, le pan de cruz de Ciudad Real. Voilà le point bleu dans la Manche. Ça, c'est un pain qui, moi, je trouve super intéressant parce que c'est un pain qui casse toutes les méthodes de la boulangerie conventionnelle. C'est un pain, on laisse la pâte croûter pendant la fermentation, tandis que dans la plupart des pains contemporains, on essaye d'éviter le croûtage. Ici, on ouvre la porte s'il n'y a pas d'air suffisant. Et si l'ambiance n'est pas sèche, on met des ventilateurs pour, vous voyez là, c'est vraiment de la porcelaine là. Hein? Après, on n'escarifie pas, on ne coupe pas la pâte juste avant l'enfournage, mais d'abord, vous voyez, alors que pendant la prête le coupe en croix, qui est dans son nom, pan de cruz, reste ouvert. Et finalement, juste avant, ça c'est ce que vous dites en France, tourner à clair, mais juste avant l'enfourner, on le tourne. Alors, le coupe en croix reste directement au-dessous, sur la sole. C'est-à-dire, ça, ça c'est le cul. Ça, c'est la base du pain qui est sur la sole. Ce n'est pas comme dans la plupart des pains. Ça, c'est le pain de cruz. Voilà, par exemple, on a aussi des formats. Je perds le nom, là. Les noms, des fois, sont vraiment charmants. Comment on appelle ce pain? Medio, parce que c'est un demi-kilo, 500 grammes, c'est un medio. Mais on a aussi le format bâtard. Regardez surtout les textures. C'est très inspirant d'écouter parler les boulangers âgés autour des candéales. Parce que pour décrire le candéal, un pain qu'ils ont fait avec de farine, eau, sel et de la levure, on utilise les mots pour les ingrédients les plus précieux. Oh, la mie, c'est du beurre, la mie, c'est de la soie, la croûte, c'est de la porcelaine. Ça m'inspire beaucoup toujours. D'autres fois, comme la pâte, c'est si dure, ça permet le boulanger de créer des pains qui n'ont pas besoin de couteau pour couper des tranches ou des morceaux. Alors, ça nous part d'un coutume assez ancien. À gauche, vous avez le pain de cantos, le pain à quatre coins. On peut arracher ces espèces de cornes, remplir partiellement la mie et arroser de l'huile d'olive, un tomate, une sardine salée, et pour l'amener aux chambres, c'est-à-dire
un déjeuner campagne, quoi, à Andalousie, par exemple. Ce sont des pains qui viennent de Cordoba. À droite, vous avez la piña. C'est pas un ananas, c'est un pomme de pain. Où vous pouvez arracher des petits croûtons toujours croustillants. Voilà une leçon de technique. Pour finir le candéal, un format assez commun, spécialement en Andalousie. On est à Malaga. Carrucha, ça veut dire un poulet. Poulet pour monter quelque chose de lourd, un poulet. Et là, c'est un pain à 2 étages qui, à l'époque, était utilisé comme une gamelle à campagne. Une fois cuit, dans la maison, on va l'ouvrir en 2 parties et là-dedans, on va y mettre un saucisse, un tranche de lard, une sardine, je ne sais pas quoi. On va le refermer et à moitié de la journée, on le réouvrira en voyant là le contenu, on le mangera tout ensemble. Voilà encore une astuce, une utilisation vraiment audace. Et finalement, je ne voudrais pas oublier, Hubert a parlé des dimensions des pains, de 10 grammes à 10 kilos. Moi, dans ma présentation, je vais parler des pains de 1 gramme à 15 kilos ou 20 kilos. Voilà le picos. Il y a pas mal, la pâte à candéal, c'est une pâte fascinante parce que beaucoup de gens disent « Ah, il n'y a pas d'alvéole ». Non, pas du tout. Dans un ciabatta, il y a un nombre très limité d'alvéoles, tandis que dans les candéal, c'est peut-être au monde entier le pain avec le nombre le plus haut d'alvéoles. Mais ils sont trop petits. Mais ils font si on fait une cuisson prolongée, on fait des pains croustillants vraiment inoubliables. Voilà les picos. Un pain à 1 gramme ou 2 grammes qui fait un partie incontournable de, par exemple, la coutume des tapas. Il n'y a pas de tapas sans picos. Si vous allez en Andalousie, avoir un jambon, une salade, il n'y a pas de picos, c'est comme il n'y a pas de pain, il n'y a pas de saucisses, il n'y a pas de fromage. La deuxième partie de le domaine de bleu, c'est ce qu'on appelle le pain de flamme, c'est-à-dire tout ce qui est pas candéal. C'est une famille qui s'extend très répandue et qui nous présente beaucoup de variétés. Avec l'excuse, le prétexte de la basse hydratation des candéal, je vais parcourir ce type de pain des plus hydratés à moins hydratés. C'est surprenant que moins de 5 km du domaine de candéal, on trouve ça. Ça, c'est dans la Galice, au nord-ouest, mais on pourrait aussi le trouver au nord-est. Là, à gauche, ça, c'est une pâte à 100% d'hydratation. C'est pas rare, surtout dans la Galice ou à Zamora, trouver 90, 100%. Des pâtes vraiment molles avec le boulanger avec une grande maîtrise. Ils peuvent façonner des pains assez étonnants. Ici à droite, on a le pain galicien, c'est une des plus respectées et le plus connu en Espagne. C'est comme une étiquette au pain galicien. Là à droite, c'est pain à chignon. C'est vraiment étonnant de le voir. Une pâte à 40% d'hydratation. On fait le façonnant, on fait un nœud qui finalement donnera le chignon qui est beaucoup plus croustillante que la partie plus grosse là en bas. La couronne, on appelle ça rosca. La rosca, c'est un autre des pains qui forment la quintessence de la boulangerie galicienne. Aussi, dans la Galice, on trouve le premier pain en Espagne à attendre une indication géographique protégée. C'est le pan de Cea. Si vous visitez Cea, dans la province de Orense, tout le monde travaille dans la boulangerie. Normalement, ça a été des femmes, comme on vient de parler. C'est un pain assez âgé, avec une histoire vraiment incroyable, mais qui mélange une fabrication presque médiévale avec une sophistication. C'est une chorégraphie des pains très bien marquée. Même dans le four, une fois qu'on a enfourné le pain, on continue à faire des choses. Le pain de Cea, c'est vraiment une grande leçon de boulangerie. Le pain à haute hydratation ne se réserve pas au nord-ouest, mais aussi dans d'autres régions. Voilà, ici à gauche, le mollete, un pain à l'origine arabe, évidemment, en Andalousie. Ça, c'est le petit déjeuner de la plupart partie de l'Andalousie, c'est très bien connu. Normalement, le mollete, ce n'est pas trop hydraté, mais dans certains cas,
Et voici la technique étonnante à Cadix. On fait un molleté à haute hydratation où la pâte est si molle qu'on ne peut pas le façonner à la main. Impossible, parce que c'est presque une pâte à crêpes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite tasse qu'on trempe de l'eau d'abord pour pouvoir prendre un petit morceau de pâte, la jeter sur une couche de farine et la laisser fermenter librement. Vraiment incroyable. Vous allez là, le boulanger vous raconte ça comme si c'était la chose la plus courante. Et là, en Espagne, on a toute une grande famille de pains plats qui très répandus en Castille, à Aragon, en Andalousie, n'importe où, qui, dans beaucoup d'occasions, ont une raison d'être nettement technique. Là où il y a eu un four à bois, il y a toujours eu le même problème. Au commencement, le four à bois, c'est si chaud que si vous allez enfourner une miche à 1 kg, 2 kg, ça brûle toujours. Alors, on a besoin de petits pains, soit plats, soit des petits pains individuels, qui se cuisent dans de petites minutes et qui fournissent d'un côté de la vapeur au four et aussi qui font baisser la température. Voilà una torta d'aceite, un pain plat à l'huile à Zaragoza. Et voici, moi je viens avec un UR et il a utilisé cette photo parce que pour moi, la coca de Fornet de la Catalogne, c'est un des sommets de la boulangerie espagnole. C'est vraiment inspirant parce qu'on prend la pâte à pain ordinaire, on l'étale à l'huile d'olive, on la saupoudre de sucre, et on la met au premier moment dans un four à bois. On est dans l'environ de la température de pizza, presque 300-400 degrés. Faux. Et une fois la coca est cuite, le boulanger attend avec une bouteille de liqueur d'anis. Arrose directement dans la sortie du four, arrose la coca, l'alcool évapore, mais la saveur reste. Et la coca, c'est une vraie leçon de boulangerie parce qu'on trouve des petits morceaux presque brûlés à goût grillé, des petits morceaux plus mouillés où l'huile et le sucre et l'anis ont formé une espèce de sirop. C'est vraiment une expérience inoubliable si jamais vous allez à Barcelone, par exemple. Aussi, moi, je viens avec un ouvert à parler des familles de pain. C'est vraiment frappant de rencontrer en Espagne des pains plats où le tour de main vient directement du Nan Barbari, si vous avez jamais vu, à Iran, mais ça c'est l'intérieur de Aragon, ça c'est Teruel. C'est vraiment, je vous des vidéos, jamais été à Téhéran, mais j'ai vu des vidéos de boulangers à Téhéran où la façon avec la bout des doigts de marquer le pain plat, c'est vraiment, ça nous dit quelque chose de tout notre héritage boulanger. Et ça peut vous étonner, mais même dans le XXIe siècle, au présent, vous pouvez parcourir le petit village d'Espagne et vous trouverez des pains cuits sous cendre. Moi, juste au moment où je voyageais pour découvrir le pain traditionnel espagnol, j'avais lu ça qui est dans le livre d'archéologie. Mais pourtant, il y a toute une famille, surtout ici au sud-est, des pains azim qu'on fait des fois dans un four normal, des fois sous les cendres, mais qu'on n'utilise pas pour manger directement, mais, et voilà quelque chose de très intéressant, pour couper un petit morceau à gauche et pour cuisiner avec eux. Voilà un moment dans l'histoire, ça fait 8000 années, ça fait 10 000 années, où la pasta et le pain se rejoindre et étaient la même chose. Je ne sais pas si finalement vous savez que le mot pasta en italien, ça veut dire que pâte. Pâte à pain, pâte à pasta. Mais pasta, c'est de la pâte. Ce type de pain plat, torta, on l'utilise pour faire, c'est ce qu'on appelle les gazpachos. Je ne sais pas si vous aimez la gastronomie espagnole, mais attention, rien à voir avec les gazpachos andalous, que c'est une soupe froide à tomates. Rien à voir. Les gazpachos mancheros, c'est un espèce de ragoût chaud, normalement avec des animaux de chambre. Un lapin, lièvre, perdrix, imaginez-vous, et ces petits morceaux de pain qui fonctionnent comme si c'était des gnocchis, disons.
Aussi, il y a des pâtes moins hydratées nous permet de créer des formes qui nous parlent. En voyant cette image, on parle de pintera. Cet instrument s'appelle pintera parce qu'on dit qu'on peinte, on a un outil à peindre, on peinte le pain, même si on ne peint pas, on n'est pas la couleur, mais c'est le nom, quoi. Et a une vraie ressemblance avec, par exemple, le pain trouvé dans la fouille à Pompéi. Vous voyez cette structure. Aussi, ce type de... Vous voyez, on ramasse la pâte un peu. Après, à l'aide de l'huile ou de la farine pour que la pâte ne colle pas, on marque la pâte et ça a une influence, pas seulement côté décoratif, mais aussi sur l'alvéolage. Parce que là où on a pressé, on créera une structure de la mie vraiment irrégulière. Dans d'autres, maintenant, on n'est pas loin des Pyrénées. On va voir. Voilà. On n'est pas loin des Pyrénées. On a sauvegardé des tours de main qui nous parlent d'un héritage qui a été transmis de génération en génération de façon orale. Voilà le pain de Tres Moños, le pain à 3 quignons. Le façonnage, c'est vraiment incroyable. On prend une espèce de baguette ou bâtard, on la plie, et après, on appelle toute cette famille de pain à coude, parce qu'on utilise les bras et même le coude pour façonner. On passe le bras en créant une espèce de fleur à 3 pétales, si vous le voyez. 1, 2, 3. On le tourne à gris. Voilà. Un joli tiroir, hein, très bien ordonné. Et finalement, on le tourne pour l'enfournage, pour créer cette structure qui dépend absolument de la maîtresse de boulangère. Et pour finir cette famille, il y a malheureusement des pains qui ne sont pas très connus hors sa région. On reste toujours à Aragon, le pain de Cinta, mais qui sont en récession claire, voire en danger d'extinction. C'est triste, mais c'est vrai parce que, imaginez-vous le pain de Cinta. C'est un pain avec un ruban. Le Cinta, c'est un ruban, un cordon, mais au contraire de ce qu'on fait à Bourgogne avec le pain à cordon, ici, on ne sépare pas une partie des pâtes. Le pain, le boulanger, imaginez-vous, 40, 80 pains, et justement devant le four, il étire un petit morceau de la pâte sans le casser à deux mains, juste avoir un ruban qui croississe la pâte et permet de grigner sans aucune scarification. Imaginez-vous, chaque pièce, ça prend presque 1 minute. Là, il faut que la gente connaisse ce type de produit pour vouloir payer le travail qu'il y a derrière. Le domaine des blés durs, c'est incontournable pour comprendre la boulangerie espagnole parce que les blés durs, ça existe aujourd'hui, ça n'a pas l'importance qu'il y avait auparavant, mais c'est un peu triste d'écouter parler beaucoup de boulangères, surtout au sud. Vous voyez que le domaine occupe au sud Andalousie et la côte atlantique, les îles Canaries et les îles Baléares. Dans les mots de beaucoup de boulangers âgés, il y a toujours une nostalgie pour des variétés. Quand vous recherchez ce type de variétés de blé, ce sont des blés durs. La mie jaunâtre, le goût un peu doux, c'est quelque chose qui reste là dans la mémoire quand Hubert nous a parlé. Voilà, à Cadiz, dans le sud d'Espagne, un pan macho. Ne me demandez pas pourquoi ce nom, mais on appelle le pan macho. Vous voyez un croûte bien cuite, la mie jaune, crémeux, mouillé. Le pain blé dur, la pâte est pas si molle, alors on fait beaucoup de formes décoratives. On a, par exemple, point de vue tradition, on a un malarin, un pain qui est une espèce de S. On le fait qu'en janvier, dans le changement de l'année. C'est un peu comme le dieu romain qui avait deux visages, le vieux, le nouveau. Mais sinon, de quotidien, on a des pains élongés, type bâtard, et un pain rond, pas mal de fois à 2 étages. Moi, je trouve ça demi-rigolo, demi-triste. Vous trouverez dans pas mal de régions, même des variétés de Triticum turgidum, mais qui sont en train de disparaître et pas beaucoup de boulangeries en utilisent, tandis que dans des boulangeries modernes, les gens ils suspirent par les camutes. Quand vous pouvez goûter des variétés traditionnelles espagnoles de blé dur, voilà les moyards dans les Baléares, et c'est vraiment semblable. Un trop petit
note sur une coutume très, très commune partout dans la boulangerie. J'ai choisi un pain à blé dur, mais vous trouverez partout. C'est très habituel que le boulanger prend une partie de sa pâte une fois fermentée, c'est-à-dire la pâte à pain, mais au lieu de la cuire, il la répéterie une deuxième fois en ajoutant une réélaboration des graisses, des sucres, des arômes. En Andalousie, par exemple, c'est toujours le sésame, l'anis, l'huile d'olive, des fois la cannelle, imaginez-vous. Alors, c'est la pâte à pain qu'on répéterie là pour avoir, dans ce cas, un biscuit croquant. Mais c'est-à-dire qu'il y a là, on pourra faire une autre colloque pour le deuxième pâtissage de pâte à pain pour créer des produits absolument différents. Les domaines du maïs, dès que le maïs est arrivé au 15e siècle, mais surtout à partir du 18e siècle, ça a eu une telle importance en Espagne que, imaginez-vous, le maïs a volé le nom au millet. En espagnol, catalan, galicien et basque, le nom actuel du maïs, c'est millet. Vous pouvez vous imaginer? C'est vraiment étonnant. Ça vous raconte l'importance qu'il y a eu pour plusieurs générations. Dans tout le nord, on peut trouver des petites galettes azimes très semblables à la tortilla mexicaine. Voilà, moi je viens du Pays Basque, ça c'est typique le talo. Aujourd'hui, lors des fêtes, vous trouvez des talos à 6 euros, 7 euros. Mon Dieu. Tandis que pour beaucoup de générations, ça c'était la plus humble pour le souper, avec du lait et du sel, quelque chose de quotidien dont beaucoup de gens âgés, c'est vrai, aussi ne veulent entendre parler parce que ça leur parle d'une époque de misère. Tandis que pour d'autres gens, c'est un souvenir de sa famille, de sa grand-mère. Voilà, taloche. Un peu plus épais, borona. Aussi un peu partout le nord, plusieurs régions. Comme le maïs n'a pas de gluten, si on fait un pain plus épais et on n'utilise pas de psyllium ou rien d'autre, ça sera vraiment épais et la cuisson aura besoin quand même de 4 heures, 5 heures. Alors, c'est très habituel d'utiliser un fleur à chou, un feuille à chou ou châtaigne pour éviter que ça brûle. Là, c'est la base du pain. Il y a d'autres régions, à Asturias, où on enveloppe complètement. Voilà un bizarre cuisson de tamal en Amérique. On le trouve en Espagne. On prend une pâte à maïs pas fermentée, à Asturias, Borogne, mais on le remplit. Il y a des maïs, mais il y a des saucisses, de lard, saucisses fumées, chorizo. La cuisson là, environ 4-5 heures. Imaginez-vous, le feuille à châtaigne ou à chou donne un goût acide, le maïs est doux, et les saucisses fumées, là, font un mélange vraiment exceptionnel. Et pour finir le maïs, je ne voudrais pas oublier que les îles Canaries ont été une des premières lieux en Europe où le maïs est arrivé. Et c'est pour cela qu'ils gardent un grand patrimoine de variétés locales de maïs. Et il y a l'addition de maïs dans le pain, mais surtout à Canarias, ce qu'ils font, ils font une farine de maïs torréfié, comme la farine de Gode en France, et ça fait partie de beaucoup d'élaborations, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la paella. Ça résiste la classification comme du pain parce que ce n'est pas fermenté et pas cuit. C'est de la farine torréfiée, mélangée, et on la mange, attention, comme on mange le foufou en Afrique. Ça résiste encore en Europe au XXIe siècle. La farine torréfiée fait une petite bolle. Et maintenant, tout simplement pour finir, deux petites notes. Il y a le seigle en Espagne, surtout dans le nord-ouest, même s'il y a surtout les générations âgées les méprisent, parce qu'il y a toujours le souvenir de la guerre et l'après-guerre, le pain noir, le pain negro. Et il y a là, par exemple, Uber, c'est un pain à 20 kilos, maïs, seigle, et comme dans la France, comme au Royaume-Uni, le pain de métal, le muslin bread, nous on a le pain de morcajo tranquillon. Dans les chambres, il y avait le mélange seigle-blé, et dans le fourni, il y avait le mélange seigle-blé. On a aussi le pain de métal, surtout dans le nord-ouest. Et la dernière note, un pain
qu'on fait que dans une région espagnole, les potres. Asturias, c'est une région montagneuse, très froide et humide, semblable à la Suisse. Et là, le potre a survécu. Le potre reçoit le nom escanda. On a la petite et la grande épeautre dans le nom escanda, parce qu'à Asturias, on cultive les deux. Avec escanda, on fait ce vieux ancien pain tressé à l'influence juive. Normalement, la pâte contient du lait, et voilà, la mie est serrée, le goût est un peu doux. Vraiment une inspiration. Et là, avec ça, j'ai fini. Je vous laisse avec une dinosaure de la boulangerie espagnole qui vit encore au présent. C'est la pancha. Cette pancha, regardez avec cette femme, c'est petite. C'est que 9 kilos. Normalement, la pancha, c'est 15-18 kilos. C'est un pain qui précède au four. On prend une grande pâte à épeautre, 15 kilos. Il faut la façonner en piano parce que ça va tomber pendant la cuisson d'environ 15 heures, 18 heures, sous une couche de brasse. On l'enveloppe dans des fleurs de châtaigne ou de choux, on met des brasses et toute la nuit, la femme y va pour vérifier que tout marche, touche, c'est bien, c'est bien. Et finalement, on ouvre la pancha et les gouttes, c'est étonnant, c'est vraiment semblable au pumpernickel parce qu'on a la même réaction de Maillard, la même caramélisation à basse température. La pancha, on l'utilise lors de la fête pour la gratter, faire des miettes avec lesquelles on fera un dessert qu'on appelle panchon avec du beurre clarifié et du sucre. Voilà quelque chose de spécial après une élaboration qui a pris plus de 24 heures. Et avec ces dinosaures de la boulangerie qui habite encore à Asturias, je vous laisse. J'espère que vous avez donné une inspiration. Bien sûr, j'ai dû oublier beaucoup de spécialités, de pain croquant, de biscottes, parce qu'il fallait faire une sélection. Mais j'espère que vous avez inspiré dans ce voyage en Espagne et vous avez ouvert des fenêtres. Merci beaucoup pour votre attention.